Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une séance d'introduction des limites. Cette séance concerne que les élèves de première sciences maths, c'est tout. Elle ne concerne pas les élèves des sciences sexes ou bien les élèves des sections techniques. Alors, cette introduction, elle est un petit peu difficile à comprendre. Parce qu'on ne va pas parler de fonctions au début, on va parler que des intervalles centrés, des intervalles pointés. Et après, on va essayer de voir quand une fonction, quand x s'approche d'un x0 qui n'appartient pas au domaine, que va faire la fonction. Ça y est, alors par exemple, je vous donne un petit exemple. Quand on a une fonction, vous prenez un x qui n'appartient pas au domaine de définition. Ça y est, et admettons, vous prenez ce x, vous le remplacez dans l'expression f de x. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, regardez, je vais écrire des choses et après je vais les effacer parce que c'est faux. Donc, en remplaçant dans une fonction, vous allez trouver la forme 0 sur 0. C'est-à-dire vous allez prendre une fonction, vous allez remplacer x par un point x0. Vous allez trouver 0 sur 0. Donc ça ne marche pas. On n'a jamais vu une telle forme. Ou bien, vous allez remplacer, vous allez trouver 0 et vous allez avoir fois l'infini. Ça ne marche pas aussi. Donc c'est faux. Ou bien, vous pouvez avoir l'infini sur l'infini aussi. On n'a jamais vu de telle écriture. Il reste la dernière forme. Si vous avez un nombre qui tend vers moins l'infini et un autre qui tend vers plus l'infini, aussi ça ne marche pas. On n'a jamais vu de telle expression. Alors c'est ça la notion de limite. La notion de limite, quand vous avez une fonction, vous prenez un x, admettons, vous le remplacez dans une fonction et vous trouvez, admettons, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, 0 sur 0, ou bien plus l'infini moins l'infini. En général, ces deux expressions, celle-ci et celle-ci, elle est quand x tend vers l'infini. Quand x tend vers l'infini, et celle-ci, en général, c'est quand x tend vers x. Je vous donne un petit exemple. Si vous prenez la fonction 1 sur x, fonction f de x égale 1 sur x, je vais effacer ça. Donc ça, on a dit, on a des problèmes. Donc, on va essayer de résoudre ces cas. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, autre chose, par exemple, quoi? Par exemple, si vous prenez un exemple, deux exemples. Le premier, vous prenez f de x est égal à 1 sur x. Admettons, vous remarquez que ici, le 0 n'appartient pas à t de f. Vous êtes d'accord? N'appartient pas à t de f. Alors, si vous voulez calculer, admettons, f de 0. F de 0, vous allez avoir 1 sur 0. On n'a jamais vu une telle écriture. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un bon point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Au voisinage de 1, c'est-à-dire les images, mais les antécédents, on sait que 0 n'appartient pas au domaine. Je vous donne un autre exemple. Si vous prenez f de x est égal, par exemple, x carré moins 9, par exemple, sur x moins 3, moins x moins 9, voilà. X moins 9, et au dénominateur, je donne un carré. Donc, vous prenez, par exemple, x au carré moins 81. Et voilà. Ça y est, vous remarquez déjà, au dénominateur, le 9 n'appartient pas et le moins 9 n'appartient pas. Admettons, si vous voulez calculer f de 9, qu'est-ce que ça vous donne? 9 moins 9, c'est 0. 9 au carré, c'est 81. 81 moins 81, c'est 0. Donc, ça ne marche pas aussi. On trouve des écritures qu'on n'a jamais vues de telle écriture. Vous êtes d'accord? Alors, le problème, c'est comment résoudre de tels problèmes. Comment essayer de trouver quelque chose de logique. Alors, je vais effacer ça et maintenant, je vais lancer le cours. Alors, pour lancer le cours, je vais parler des limites en des points, c'est-à-dire des points x0. Mais il y a un petit problème. Il y a deux catégories d'introduction. Il y a la première catégorie où x0 n'appartient pas au domaine de définition. Et la deuxième catégorie où x0 appartient au domaine de définition. Alors, cette première partie concernant le cours des limites, elle est un peu difficile à expliquer et difficile à comprendre. Donc, je vais essayer de parler doucement. Ça y est, je vais essayer de donner beaucoup de détails. Trop de détails même. Ça y est, essayez d'écouter. Parce qu'il y a des choses que je vais écrire et des choses que je vais seulement les dire. Je ne vais pas les écrire. Donc, il faut bien écouter. Prenez des notes. Pardon. Essayez de revoir la vidéo. Prenez des notes. Ça y est, et chaque point, vous allez l'enregistrer dans votre mémoire. Et comme ça, vous allez comprendre le cours. Alors, pour l'introduction des limites,
Il y a 3 méthodes pour calculer les limites. Au début, je vais parler de la définition de limite en un point. Je vais vous donner 2 méthodes, c'est-à-dire où il y a des valeurs absolues, 2 méthodes concernant les valeurs absolues, et une méthode où il n'y a que des calculs. Ça va? Alors, je vais commencer par le départ. Toujours le départ. Parce que la plupart du temps, on essaie de sauter les étapes. Quand on saute les étapes, surtout dans cette partie, l'élève n'arrive pas à comprendre. Regardez, je vous donne la conclusion. Conclusion directement. Regardez, qu'est-ce que vous avez ici. Ne regardez pas le reste. Regardez que la conclusion. Vous avez un epsilon positif. Déjà, l'écriture, c'est bizarre. Presque on n'a jamais vu cette lettre, ou bien on n'a jamais travaillé avec cette lettre. C'est une lettre grecque. Le alpha, on le connaît. On a déjà vu plusieurs fois le alpha. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des valeurs absolues. Vous avez la valeur absolue x moins x0 plus petit que alpha implique f de x moins n inférieur à epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est flou. Voilà, on n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de rendre cette écriture simple, à la portée de tout le monde. Et pour cela, on va commencer depuis le départ. On va revenir au niveau de tronc commun. En tronc commun, on a vu les intervalles fermés, les intervalles ouverts, les intervalles pointés, les intervalles où vous avez des rayons. Parce que dans chaque intervalle AB a un centre et a un rayon. Clair? C'est quoi un intervalle pointé? Un intervalle pointé, c'est un intervalle où on a enlevé une valeur. Un intervalle centré de rayon alpha, c'est-à-dire comme le cercle. Vous avez un centre x0 et vous avez le rayon alpha. Si vous prenez un cercle de centre x0 de rayon alpha, quand vous tournez autour du cercle, vous allez trouver toujours la même distance alpha, 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 alpha. Clair? C'est la même chose quand vous prenez un intervalle centré en x0. Seulement ici, on n'a pas un cercle, on a seulement un segment. Donc, vous allez trouver le côté droit alpha et le côté gauche alpha, la même distance. Clair? Bon. Maintenant, concernant les fonctions. On a déjà décidé les fonctions au niveau de tronc commun. On a vu les paraboles, les hyperboles, des fonctions quelconques, simples bien sûr. Quand on voulait, il faut écouter bien maintenant parce que après je vais lancer le cours. Quand on voulait dessiner ou déterminer des images, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par les x? Est-ce qu'on commence par les f de x? Alors maintenant, si j'ai des x, où est la fonction? Où je vais remplacer? Donc, première chose, il me faut d'abord une fonction. F de x égale. Deuxième chose, ce x qui est entre parenthèses doit appartenir au domaine de définition. S'il vous plaît, il faut bien écouter. Maintenant, je commence à donner les explications. Dans les petites classes, on dessinait comme ça, on prend x, appartient au domaine, ça y est, c'est terminé. Non, maintenant, il faut mettre les points sur les i. Quand on a une fonction, je commence d'abord par connaître l'expression de la fonction. Clair? Et à partir de cette fonction, je remplace le x. Un x quelconque, un x0. Ça y est? Une fois que je remplace le x0, j'ai l'image. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? Remplacer, vous avez un repère désordonné, les y, qui sont égales les images f de x, et vous avez l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord? Première chose, il me faut la fonction. La fonction, c'est-à-dire concerne f de x. Quand on dit f de x, c'est quelque chose de vertical. Elle appartient à l'axe des ordonnées. Vous êtes d'accord? À partir de f de x, je pars à l'axe des abscisses, je prends un x0, et après je calcule son image. Donc je retourne au point de départ. C'est-à-dire que je retourne à l'axe des ordonnées. Et je trouve l'image. Donc première chose, il me faut la fonction. Fonction, c'est f. Quand on dit f, on dit f de x. Quand on dit f de x, on dit y. Quand on dit y, on dit l'axe des ordonnées. Vous êtes d'accord? À partir de f de x, l'expression de f de x, je cherche un x qui appartient au domaine de définition. Vous êtes d'accord? Je prends ce x, je calcule son image. Après, je retourne au point de départ, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et après, je trace une droite verticale, une droite horizontale. L'intersection me donne le point de coordonnées x0, f de x0. Bien sûr, si le x0 appartient au domaine de définition.
Clair? Très bien. Alors maintenant, je vais lancer le cours. Et avant de lancer le cours, quand on parle de x, on parle du domaine, quand on parle du domaine définition, ça ne concerne pas les f de x. Quand vous déterminez le domaine de définition, il est en relation avec les x. Il n'a aucune relation avec les f de x. C'est-à-dire qu'il faut prendre la fonction f de x égale, vous cherchez où il y a la faille. Et comme ça, ou bien qui répond aux conditions de la fonction, après vous écrivez d de f égale. Clair? Alors je lance le cours d'une manière très très simple. Ici, je vais m'arrêter. Je vais vous donner des exercices. Ça y est, et après, on continuera le cours. Parce que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Alors, je commence. Introduction de notion de limite. Introduction de notion de limite. On considère une fonction f définie sur d de f. Toujours une fonction définie sur d de f. Soit x0 appartenant à d de f. Alors, s'il vous plaît, pour ce x0, je vais considérer deux définitions. La première, donc je vais commencer par petit 1. Voilà. Le premier cas, c'est où x0 n'appartient pas au domaine de définition. Et après, je vais prendre la deuxième partie où x0 appartient au domaine de définition. Clair? Alors, je commence. Alors, j'ai dit une fonction f définie sur d de f. Soit x0 n'appartient pas à d de f. Il n'appartient pas. Soit i, un intervalle ouvert, centré, pointé en x0. Alors, intervalle ouvert, on sait ce que ça veut dire. Mais c'est quoi un intervalle centré, pointé en x0? C'est un intervalle où on a enlevé le centre. Centré, pointé, c'est enlevé. Regardez, voilà. Alors regardez, voilà l'intervalle, je l'ai appelé i, le voilà. J'ai tracé l'ensemble R, le trait en noir. Clair? C'est un intervalle centré en x0, mais pointé. Qu'est-ce que ça veut dire pointé? On a pris le centre, on a enlevé le centre de l'intervalle. Et après, j'ai pris un rayon. Un rayon, on a vu ça dans les petites classes de tronc commun. Le rayon de l'intervalle, ici j'ai pris alpha, et de l'autre côté j'ai pris alpha. Alors, regardez maintenant, si vous prenez x0 comme ça on avance, et comme ça on fait marche arrière. Si on avance, c'est-à-dire la valeur va augmenter, x0, je vais ajouter le alpha. Le rayon alpha, s'il vous plaît, le rayon est toujours strictement positif. C'est nul, c'est-à-dire on n'a pas d'intervalle. Donc, toujours le rayon est quelque chose de positif. Donc, ce rayon alpha, si on avance ici, jusqu'à l'extrémité, qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé de alpha. Alors, on va avancer du côté droit, c'est-à-dire le x0, je vais ajouter le rayon. Ajouter alpha, et ici j'ai l'extrémité x0 plus alpha, admettons je l'appelle b. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la valeur de x0. De quoi? De alpha. Donc je dois retrancher alpha. Donc ici vous allez avoir x0 moins alpha, alors cette barre je vais l'appeler a. Alors ça c'est a. Clair? Très bien. Alors ça c'est quoi? On a dit, c'est un intervalle, l'intervalle i, voilà, l'intervalle i, c'est un intervalle pointé en x0, c'est-à-dire on a enlevé le x0. C'est-à-dire x0 n'appartient pas au domaine des définitions, mais l'intervalle, oui, l'intervalle est inclus dans d de f. Tout l'intervalle, voilà, regardez, oui, un intervalle ouvert, centré, pointant en x0, inclus dans d de f. Il est inclus dans d de f. C'est-à-dire il se trouve à l'intérieur de d de f. Ça va? Très bien. Et voilà. Alors on a, x0 n'appartient pas au domaine de définition. Donc x0 n'a pas d'image. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas un point du domaine. Donc, x0 n'a pas d'image par la fonction f. Alpha est le rayon de l'intervalle i. Voilà, alpha positif, c'est le rayon. Donc, tous les x, je répète, tous les x qui appartiennent à cet intervalle, regardez, prenez n'importe quel x ici, là, x, ce que vous voulez, x, ici, x ou bien ici, x, ce que vous voulez. Ce x, voilà, va être compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha. Vous êtes d'accord? On a vu ça, je répète, au niveau tronc commun. Mais vous remarquez ici, j'écris tel que x différent de x0. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le centre. L'intervalle, on a dit un intervalle pointé en x0. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de toucher x0. Donc, tous ces x qui appartiennent à cet intervalle sont compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha. Mais x est différent de x0. C'est-à-dire x0, la couleur verte peut prendre toutes les valeurs sauf le centre. Donc, x est différent de x0. Clair? Bon.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher x0, x0, x0. Donc ici, il va rester moins alpha. Ici, je vais avoir x moins x0. Ici, je vais avoir que alpha. Toujours avec la condition x différente de x0. Mais on a vu dans les petites classes, enfin moi je parle de tronc commun, quand vous avez un réel compris entre moins a et a, sa valeur absolue inférieure à a. Ici, c'est quoi le grand x? C'est x moins x0. Ce nombre réel est compris entre moins a et a dans le chapitre de la valeur absolue. Si vous avez un x compris entre moins alpha et alpha, sa valeur absolue est inférieure à alpha. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, mais la valeur absolue est toujours positive. Pourquoi vous avez écrit supérieur à 0? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Quand on écrit une valeur absolue, c'est quelque chose de positif. Mais attention, il faut bien exprimer cette écriture. Cette écriture veut dire deux choses. Veut dire que la valeur absolue est positive. Et de même, la valeur absolue peut s'annuler. Donc, la valeur absolue, c'est quelque chose qui est ou bien positif, strictement positif, ou bien est égal à 0. Si elle est strictement positive, c'est la définition. Et égal à 0, c'est-à-dire dans le cas où x est égal à x0. Mais nous, on a x différent de x0. Si x est différent de x0, donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir x moins x0 est différent de 0. Vous êtes d'accord? Regardez, x différent de x0, donc automatiquement, qu'est-ce que vous allez avoir? Retranchez ici x0, retranchez ici x0. Vous allez avoir x moins x0 différent de 0. Or, si x moins x0 différent de 0, ceci implique quoi? Que la valeur absolue de x moins x0 est différente de 0. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi la définition d'une valeur absolue? C'est quelque chose ou bien qui est positif ou bien qui est nul. Puisqu'elle ne peut pas être nulle, donc elle est strictement positive. Ça y est? Donc des choses on n'a pas donné beaucoup d'importance en tronc commun. On dit une valeur absolue positive, on s'arrête. Non, 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 il y a deux choses. Ou bien cette expression est positive, ou bien elle est nulle. Mais ici, elle ne peut pas s'annuler. Pourquoi elle ne peut pas s'annuler? Parce que x n'a pas le droit de toucher x0. Puisque x n'a pas le droit de toucher x0 parce que x0 n'appartient pas au domaine de définition, donc la valeur absolue n'a pas le droit de s'annuler. Donc elle est strictement positive. Clair? Bon, je continue. Maintenant, graphiquement. Avant de parler du graphique, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'ensemble R. On avait un dessin, un croquis. À partir de ce croquis, on est parti d'un intervalle à un encadrement. Regardez les étapes. D'un intervalle à un encadrement de x. Après, un deuxième encadrement de x moins x0. Le x0 où on a les problèmes. Et à partir de cet encadrement, on est passé aux valeurs absolues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis passé d'un intervalle à une valeur absolue. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre un intervalle, un encadrement et une valeur absolue. Clair? Oui. Et l'inverse est aussi vrai. Donc vous pouvez avoir, regardez, valeur absolue, vous pouvez passer un encadrement et vous pouvez passer le côté géométrique, c'est-à-dire le dessin d'un intervalle. Clair? Donc, conclusion. Conclusion de tout ça. Quand vous avez une valeur absolue où figure une variable, c'est ça la conclusion. Quand vous avez une valeur absolue où figure la variable x, il s'agit d'un intervalle. Quand vous avez une valeur absolue, ça y est, inférieure à un nombre, ça y est, cette écriture concerne un intervalle. Bon, mais attention, quand il y a la variable, s'il n'y a pas de variable, il n'y a que des nombres. Clair? Je passe au côté graphique. Le côté graphique, qu'est-ce qu'on a dit? On a considéré l'intervalle i, voilà, un repère, l'axe des x, l'axe des y et l'origine du repère. Le i, c'est un intervalle des x. Ça va? Donc, cet intervalle est inclus dans D de f. Je l'ai placé sur l'axe des abscisses parce que le domaine de définition, il contient les x. Donc, j'ai considéré l'intervalle i, voilà, l'intervalle i, comme j'ai fait ici, voilà, j'ai mis copier-coller, clair.
j'ai posé le centre, voilà, le centre c'est x0, clair. Ici, x0 plus alpha, x0, la même chose, x0 moins alpha, voilà le rayon alpha, voilà le rayon alpha, clair. Après, j'ai pris une fonction f, bien sûr avec des conditions. Ces x ont des images, pas une fonction f. Ça y est, alors j'ai pris un intervalle des images. Cet intervalle des images a aussi un centre. Ce centre, je l'ai appelé L. Mais cet intervalle qui est centré en L, c'est un nombre réel, qui est centré en L. Alors, chaque intervalle a un centre et un rayon. Donc, puisqu'il est centré en L, donc il a un rayon. Quel est le nom que j'ai donné à ce rayon? Je lui ai donné epsilon. Donc, comme tout à l'heure, ici alpha, donc ici ça va être x0 plus alpha, ici x0 moins alpha. Si j'augmente le nombre, on ajoute alpha. Si je fais diminuer le nombre, je retranche alpha. Même chose. Ici vous avez le centre, c'est L. J'ajoute le rayon, donc j'ajoute epsilon, je vais avoir L plus epsilon. Et ici je retranche epsilon, je vais avoir L moins epsilon. Mais cet intervalle de quoi? Des images, des f de x. Ça y est, donc quand vous avez une fonction, vous déterminez avec une certaine expression, ça va? Vous prenez cette fonction f, vous prenez des x, ça y est, et ces x, après vous cherchez leurs images. Quand vous cherchez leurs images, vous les placez dans un intervalle des images. Ces images, regardez, voilà, vous partez d'une manière horizontale, d'une manière verticale, et vous avez un point M. Clair de coordonnées x, f de x. Clair? Et j'écris le même travail. Je fais la même chose, regardez, je fais le même travail pour tout epsilon positif. Epsilon, je répète, c'est quoi ça? Ça, c'est un rayon. Rayon de quoi? Des images. Pour tout rayon, écoutez, pour tout rayon positif, ça y est, quel que soit f de x, ça y est, pour tout rayon positif, vous prenez f de x, quel que soit f de x qui appartient, alors ça, j'ai pris un rayon positif. Clair? Pour tout f de x, je répète, f de x concerne un y, c'est un y, ça y est, c'est une image. Pour tout f de x appartenant à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, voilà, pour tout f de x appartenant à cet intervalle, qui est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, f de x est compris, voilà, entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça y est, alors on n'a pas la condition intrus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, donc, on va écrire ça ici. Ça y est? Alors, regardez. Soit epsilon quelque chose de positif. Je répète, epsilon concerne quoi? Concerne un rayon. C'est un nombre qui est positif. Et les rayons, en général, toujours le rayon est positif. Vous êtes d'accord? Voilà. C'est-à-dire, ou bien, en général, c'est strictement positif, il peut être nul. Si le rayon est nul, on est en présence d'un point. Mais en général, le rayon est toujours strictement positif. Donc, soit epsilon positif, pour quel que soit f de x, quel que soit n'importe quel f de x appartenant à L moins epsilon, L plus epsilon, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le dessin. J'ai pris un intervalle centré en L. Vous avez les bornes L moins epsilon, L plus epsilon, parce qu'ici, j'augmente de epsilon et je vais diminuer la valeur de epsilon. Alors, pour tout f de x, compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, on a f de x, voilà, j'écris l'encadrement. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai retranché L ici, L ici, L ici. Donc ici, il va rester moins epsilon, ici f de x moins L, ici inférieur à epsilon. Clair? Bon. Alors, même chose, la définition des valeurs absolues, quand vous avez un réel et compris entre moins epsilon et epsilon, sa valeur absolue inférieure à epsilon. Clair? Alors, il y a des élèves qui vont me dire, tout à l'heure, on a écrit avec x différent de x0 et la valeur absolue super strictement 0. Ici, on n'a rien écrit. Et pourquoi? Parce que le domaine de définition ne concerne pas f de x. Le domaine de définition concerne les x. Je répète, le domaine concerne les x. Si x0 n'appartient pas au domaine de définition, ça veut dire x est différent de x0, ça veut dire x moins x0 est différent de 0, c'est-à-dire la valeur absolue x moins x0 est différente de 0. Mais ici, ce sont des images. Les images ne sont pas concernées par le domaine de définition. Clair? Bon, alors, conclusion. Regardez, à chaque fois que f de x s'approche de L, ça y est, alors moi j'ai pris f de x, admettons ici. D'accord? Alors,
Ça, c'est l'image. Regardez, comme ça, vous avez l'antécédent. Alors, à force que x s'approche de x0, regardez, admettons, le x normalement, il est ici. Alors, je vais changer de couleur. Je vais prendre, admettons, le rouge. Regardez. Normalement, j'ai pris le x ici. Le x peut être à côté des bords. Et le x va commencer à s'approcher. Voilà, le x, je mets la flèche. Ou bien de ce côté, ou bien de ce côté. La même chose. Donc, x peut s'approcher de ce côté. Ça y est. Ou bien du côté droit, ou bien du côté gauche. Il s'approche de quoi? De x0. Quand le x s'approche de x0, que vont faire ces traits? Alors, regardez, le trait noir va s'approcher du trait vert. Ça y est. Donc, regardez. Au début, le x était ici. Admettons si le x devient de ce côté. Voilà le x. Ça va? Dans ce cas, regardez, le trait noir va commencer à s'approcher du côté du trait vert. Et que va faire f de x? Elle va s'approcher de f. Voilà f de x. Ça y est, et je continue. Encore, si vous prenez x ici, vous allez avoir un autre trait noir qui commence à s'approcher le maximum possible. Le maximum possible de x0. Et f de x, la même chose. F de x s'approche aussi de L. Donc, f de x s'approche de L à chaque fois où x s'approche de x0. Regardez, à chaque fois, regardez la flèche. X comme ça ou bien x comme ça. La même chose. À chaque fois que x s'approche de L, je trace un trait vertical, un trait horizontal. Je trouve une image f de x qui s'approche de L. Automatiquement, encore je m'approche. Un autre trait noir, un trait horizontal, f de x s'approche de L. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, conclusion, à chaque fois, alors f de x s'approche de L, à chaque fois où x s'approche de x0. C'est-à-dire, une fois x s'approche de x0, f de x s'approche de L. Une fois x s'approche de x0, f de x s'approche de L. À chaque fois que x s'approche de x0, f de x s'approche de L. Ça y est? Donc, quand x, voilà la conclusion, c'est la fin. Quand x tend vers x0, c'est-à-dire ça va s'approcher le maximum possible, f de x va tendre vers L. Ça y est? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On dit dans ce cas que la limite, c'est-à-dire f ne peut pas dépasser cette valeur. Alors, ça y est, c'est fini. f de x va tendre vers L. Par conséquent, on a pour tout epsilon positif. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, c'est quoi? Que vient faire le epsilon ici? Que vient faire le alpha ici? Le epsilon concerne le quoi? Le epsilon concerne le rayon des images. Le alpha concerne le quoi? Concerne le rayon des antécédents. Donc, regardez, maintenant, l'intervalle des images. Voilà l'intervalle des images. L'intervalle des images, maintenant c'est la conclusion. Écoutez, si vous prenez l'intervalle des images comme ça, c'est-à-dire, si le est grand, vous êtes d'accord, c'est-à-dire le rayon est grand. Si le f de x s'approche de L, que va commencer à faire l'intervalle des images? L'intervalle des images va commencer à se réduire. Ça y est. Donc, ou bien, si vous prenez un intervalle grand, le epsilon va être grand. Si vous prenez un intervalle petit, le epsilon va être petit. C'est-à-dire, l'intervalle des images concerne le quoi? Concerne epsilon. Si vous voulez prendre un grand intervalle des images, c'est-à-dire il faut prendre un grand epsilon. Si vous voulez prendre un petit intervalle des images, vous devez prendre un epsilon petit. Epsilon est positif. Il peut prendre n'importe quelle valeur. Il peut prendre des valeurs positives, les grandes valeurs, comme il peut prendre les valeurs positives des petites. Ça y est, mais toujours des valeurs strictement positives. Donc, quand on veut s'approcher le maximum possible, il vaut mieux prendre des petits intervalles. C'est quoi un petit intervalle? C'est-à-dire des petits rayons. Donc, si vous avez des petits rayons, on peut facilement atteindre la limite. Si vous prenez de grands intervalles avec de grands epsilon, donc c'est difficile à arriver à atteindre la limite. Vous êtes d'accord? Donc, quand on veut atteindre une certaine limite dans la vie, il faut travailler dans une partie un petit peu restreinte, une petite partie. On peut arriver facilement à la limite qu'on cherche. Mais si vous prenez de grands intervalles, c'est vraiment difficile à arriver au but. C'est la même chose. Donc, par conséquent, regardez, cette phrase, quel que soit f de x appartenant L moins epsilon L plus epsilon, alors pour déterminer cet intervalle est concerné par quoi? Est concerné par le epsilon. Si vous avez un grand epsilon, f de x appartient à un grand intervalle. Si vous prenez un petit epsilon, f de x appartient à un petit intervalle. Tout dépend de epsilon.
Donc, si vous avez un intervalle des images, automatiquement, voilà, c'est-à-dire des f de x, automatiquement, vous allez trouver des antécédents. Et les antécédents, écoutez bien ce que j'ai dit, pour un intervalle de rayon epsilon, vous avez ici des images. Si pour toutes ces images qui appartiennent à cet intervalle, ou donc des ONT, dont le rayon est epsilon, on va trouver des x, l'intervalle des antécédents, tel que f de x, voilà, va être l'image de ces x. Donc, c'est quoi l'intervalle des images? L'intervalle des images est représenté par le rayon epsilon. C'est quoi l'intervalle des antécédents? L'intervalle des antécédents est représenté par le rayon, parce qu'on connaît les centres. Le centre des antécédents, c'est x0. Donc, pour déterminer cet intervalle, il me faut le alpha. Le centre de cet intervalle, c'est le L. Pour déterminer cet intervalle, il me faut le epsilon. Donc, si j'ai epsilon, j'ai l'intervalle des images. Si j'arrive à trouver le alpha, dans ce cas, je peux déterminer l'intervalle des antécédents. Et tous ces x, ces antécédents, vont avoir des images dans cet intervalle. Donc, à force, c'est la conclusion. Donc ça c'est tout ce qui reste, c'est la conclusion. Alors, à force que à chaque fois, il vaut mieux dire, à chaque fois que x s'approche de x0, que vont faire les traits noirs? On a dit, ils vont s'approcher, ces traits de la droite verte. Et c'est quoi la les f de x vont s'approcher de n. Et par conséquent, f de x va tendre vers la limite. Alors, conclusion, c'est la fin. Par conséquent, pour tout epsilon positif, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi epsilon positif? C'est l'intervalle des images. On peut trouver un rayon pour l'intervalle des antécédents. Pour tout epsilon, le rayon des images, je vais trouver un intervalle des images. On peut trouver un alpha. C'est quoi le alpha? C'est-à-dire l'intervalle des antécédents. Donc, ou bien on peut parler de alpha, ou bien on peut parler de l'intervalle des antécédents. Ce que vous voulez. Alors, pour tout alpha, avec x compris entre x0 moins alpha, x0 plus alpha, ça y est, tous ces x, ça y est, tous ces x qui sont compris entre x0 moins alpha, x0 plus alpha, n'oubliez pas d'ajouter x différent de x0 parce que x0 n'appartient pas au domaine, ça y est, les images de tous ces points, les f de x, sont compris entre n moins epsilon et n plus epsilon. Donc, alors regardez, pour tout intervalle ouvert J, centré en N, donc cet intervalle, moi celui-là, je l'ai appelé I, et celui-là, je l'ai appelé J, l'intervalle des images. Vous voyez, ça c'est J, et ça c'est I. Alors, donc, pour tout intervalle des antécédents, c'est-à-dire x compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, avec x différent de x0, on a dit parce que x0 n'appartient pas au domaine, les images, les f de x, sont comprises ces images entre n moins epsilon et n plus epsilon. Donc, pour tout intervalle ouvert, J, centré en N, et il existe pour tout intervalle, on peut trouver l'intervalle des antécédents, un intervalle I, centré, pointé en x0. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi pointé? C'est-à-dire, x0 n'appartient pas au domaine, ça y est, x0 tel que, quand x tend vers x0, alors chaque fois on a dit que x s'approche de x0, f de x va tendre vers la limite n. Conclusion, c'est la fin. Alors maintenant, on peut parler maintenant de la conclusion. Pour tout epsilon positif, si quelqu'un lit comme ça directement, on n'a rien compris. Mais si on lit d'après le dessin, c'est quoi epsilon? Epsilon, on a dit pour tout rayon des images. Pour tout rayon de l'intervalle des images, on peut trouver un rayon de l'intervalle des antécédents. C'est-à-dire pour toute partie des images, on peut trouver un intervalle des antécédents. Quel que soit x appartenant au domaine de définition, bien sûr, on travaille dans le domaine, on ne peut pas sortir du domaine. Ça c'est x, attention s'il vous plaît, c'est x. Alors, donc, si vous avez x est compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, alors, pour x, qu'est-ce qu'on a dit? Pour tout x compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, implique, vous allez avoir f de x est compris entre n moins epsilon et n plus epsilon. Ça, c'est l'encadrement. Ça y est, après je suis passé aux valeurs absolues. Donc, pour tout epsilon, on a dit le rayon des images,
C'est-à-dire on a l'existence, on a un intervalle des images. Donc pour tout rayon epsilon, pour toute valeur epsilon positive qui concerne le rayon, donc conclusion, pour toute valeur positive epsilon qui concerne le rayon des images, on peut trouver un intervalle des antécédents. Donc si on veut un intervalle des antécédents, il suffit seulement de trouver un alpha, le rayon. Il existe un alpha, le rayon des antécédents, tel que quel que soit x appartenant à D de f, la même écriture. Au lieu d'écrire l'encadrement, j'ai mis la valeur absolue. Regardez. Voilà, l'encadrement équivalent à la valeur absolue. L'implication, voilà. Même chose ici. F de x moins f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Voilà, vous avez ici même l'équivalence. Vous pouvez avoir l'équivalence directement. Ça y est, donc équivalent. Donc vous n'avez pas de problème. Voilà, l'équivalence. Ça y est. Donc au lieu d'écrire f de x est compris entre L moins epsilon, L plus epsilon, ça y est, vous avez f de x moins L qui est inférieur à epsilon. Ça y est. Alors au lieu d'écrire tout ça, on peut remplacer ça par cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand x, c'est-à-dire ces traits verticaux, quand x s'approche de x0, que va faire f de x? Elle va s'approcher de la limite L. Et voilà l'introduction des limites. Ça y est, maintenant je vais arrêter le cours. Ça y est, vous donner des petites applications et après on pourra continuer. Maintenant, on va passer aux applications. Ça y est, parce que le cours c'est un petit peu. J'ai essayé d'expliquer le maximum possible, mais il me faut un petit exercice. Alors je vous donne un exercice très simple. Alors regardez, je prends une fonction f. Alors exemple. Je prends dx égale par alors dx égale, je prends admettant x moins 3 sur x carré. Alors x carré non. Ça y est. Alors première chose à faire, c'est le domaine de définition. Alors, vous avez d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Ça va tel que vous devez avoir x carré moins 9 différence 0 parce que vous avez un dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d de f égale l'ensemble des x appartenant à R, c'est une identité, donc x moins 3, facteur de x plus 3 et différence 0. Donc automatiquement, vous devez enlever le 3 et le moins 3. Ça y est, donc d de f. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, je vais enlever seulement ici le moins 3, je commence par la partie négative et puis le 3. Ça y est, très bien. Voilà le domaine de définition. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire f de 3. Remplacé par 3, vous allez avoir 3 moins 3 sur 9 moins 9, ça vous donne 0 sur 0. Ça y est, alors ça c'est faux. Alors on écrit, c'est une forme indéterminée. Alors ça s'appelle forme indéterminée. Alors ça c'est une forme indéterminée. Et voilà, ça y est, c'est quoi une forme indéterminée? C'est une forme qu'on n'a pas le droit d'écrire. Mais on peut transformer l'écriture de f. Ça y est, alors il y a quelques élèves, ils vont me dire, il s'agit d'une identité, on a le droit de simplifier. Non, s'il vous plaît. Quand vous voulez déterminer le domaine de définition, vous prenez la fonction brute, comme on vous l'a donnée. Il ne faut pas simplifier. Parce que si vous simplifiez, vous allez avoir R. Moins le moins 3. C'est tout. Non, quand on vous donne la fonction, avec cette expression, vous devez déterminer le domaine de définition. Alors maintenant, le problème, je prends ce x. Alors ici, je prends le x, donc je pose x0 est égal à 3. Et voilà, ça y est. Alors je prends x0 est égal à 3. Alors, je vais travailler en tant qu'élève qui a un exercice à traiter. Alors, premièrement, je traite le cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trace R. Je cherche un intervalle i centré en 3. Vous remarquez que x0 est égal à 3 n'appartient pas à d de f. Donc j'essaie d'appliquer le cours. Clair? Voilà le 3. On va choisir un rayon n'importe lequel. C'est pas le alpha, attention, c'est pas l'alpha. On va choisir un intervalle, on va travailler. Je ne sais pas, vous pouvez prendre par exemple, je vais prendre des rayons un petit peu grands, vous pouvez prendre 1 par exemple, ça y est ici 1. Mais 1 en général c'est grand. Alors rayon 1, ça y est. En général, c'est grand le 1. On prend un demi, un quart. Ça y est, ça dépend de l'exercice.
Moi, je vais prendre le premier cas simple, je n'ai pas envie de prendre des 1,5 pour ne pas avoir de fraction. Alors, admettons si vous avez 1. Donc, cette bande, le B, va être égal à 4. Et de ce côté, le A va être égal à 3 moins 1. On va obtenir un 2. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? J'applique le cours. Mais je répète, je ne parle pas de alpha maintenant. Ça y est, après je vais discuter cette écriture. Je n'ai pas discuté, j'ai seulement donné l'écriture de limite. Bon, vous allez prendre un x quelconque. Un x ici qui appartient au domaine, à l'intervalle. Donc vous allez avoir x va être compris entre 2 et 1, entre 2 et 4. Vous êtes d'accord? Retranchez le centre, comme on a fait tout à l'heure, x moins x0. Donc si vous retranchez x0, x0 c'est 3. Alors, regardez, x0 c'est 3. Donc, écrivez x moins 3, retranchez 3 ici, vous allez avoir ici un 1. Retranchez 3, vous allez avoir ici un moins 1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, voilà, à partir du dessin, qu'est-ce que vous avez? Vous remarquez, je travaille seulement avec des applications. Alors, vous avez x moins 3 et contre moins 1 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur absolue, x moins 3, est inférieure à 1. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. J'ai terminé avec là où je vais travailler, pour le moment. Parce qu'il me faut un terrain où je vais travailler. Ça y est? Alors, je n'ai pas encore parlé ni de epsilon, ni de alpha, ni de quoi que ce soit. J'ai un x0 qui est égal à 3. Il me faut un terrain où je vais travailler. Donc, c'est un terrain qui est centré en 3. Ça y est? Donc, j'ai pris un rayon 1. Vous pouvez prendre 2, 3, mais en général, on prend des petits rayons. Parce que si le rayon est petit, on peut se rapprocher rapidement de 3. Si vous prenez de grands rayons, c'est de grands intervalles, c'est vraiment difficile. On va prendre beaucoup de temps pour arriver, ça va prendre beaucoup de temps pour arriver au centre de l'intervalle. Oui, alors maintenant, je reviens aux choses sérieuses. Cette expression, c'est de la logique. Vous êtes d'accord? C'est quoi implication? Implication, regardez, maintenant je passe au cours de logique, on a vu ça. La partie que vous avez ici, vous avez le P, voilà, ici vous avez implique, ici vous avez Q. Quand on veut montrer que P implique Q, écoutez, s'il vous plaît, je ne vais pas l'écrire, parce qu'on n'est pas dans le cours de logique. Quand vous voulez montrer que P implique Q, il y a plusieurs raisonnements. Il y a le raisonnement de, on part de P, implique, on arrive à Q. Vous pouvez appliquer la contraposée, vous pouvez appliquer l'absurde, raisonnement par l'absurde, raisonnement par contraposé, j'ai plusieurs raisonnements, mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Voilà ce qui m'intéresse. Quand vous voulez montrer, moi je parle du cours sur la continuité ou bien le cours sur le cours des limites. Quand vous voulez montrer que P est inclus dans un Q, on a vu ça dans la notion des ensembles, la théorie des ensembles. Quand on veut montrer que P implique Q, on part d'une partie, écoutez bien s'il vous plaît, on part d'une partie de Q, on essaie de la traiter, à un certain moment on se bloque, on n'arrive plus à avancer. Alors quand on n'arrive plus à avancer, on est obligé de revenir aux hypothèses. Les hypothèses c'est P. On utilise ces hypothèses, ça nous donne de la force, de l'énergie, et après ça nous permet de continuer la démonstration. Et après on continue jusqu'à la fin et on termine la partie Q. Je répète, quand vous voulez montrer que P implique Q dans la partie des limites, vous prenez une partie de Q. C'est quoi Q? Il y a deux écritures. Il y a la valeur absolue et il y a la valeur absolue plus petite que epsilon. Il y a deux parties. Vous allez prendre Q. Vous allez commencer à calculer. À un certain niveau, on se bloque. Ça y est, on ne peut plus avancer. C'est fini. On n'a plus de force. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir aux hypothèses. Ça va nous donner de l'énergie. Ça va nous donner des explications, des formules, des calculs. Je ne sais pas, ça dépend de l'exercice. Ça va nous aider à retrouver le chemin. Après, je prends ce P, je l'utilise, je continue la démonstration. Et après, je termine l'expression de Q, c'est-à-dire la proposition Q, et j'arrive à destination. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? On a dit une partie de Q. C'est quoi une partie de Q? Je vais partir de l'expression f de x moins m. Alors, je n'ai pas encore posé la question. La question. J'ai pris que la fonction. Ça y est, j'écris le domaine de définition. Alors, première question, c'était le domaine de définition. Maintenant, la question, voilà la question, montrer que, limite, quand x tend vers 3 de f de x est égal. Alors,
À quoi est égal 3? Vous allez avoir 1 sur 6. Vous allez montrer que la limite égale 1 sixième. Alors, je vais commencer le calcul. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le cours me dit qu'il faut prendre f de x calculé f de x moins n, avec la valeur absolue. Alors, je commence. Je prends f de x. Je retranche la limite n, 1 sur 1 sixième, ma valeur absolue, et je commence mes calculs. Alors, c'est quoi les calculs qu'on a? Vous remplacez f par son expression, x moins 3 sur x carré moins 9, moins 1 sixième. Et voilà, clair? Jusqu'ici, je n'ai pas de problème. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, vous allez avoir 6x moins 18 moins x carré plus 9 sur 6 facteur de x carré moins 9. Et voilà, clair? Avec la valeur ensemble. Alors, on va effectuer les calculs. Qu'est-ce qu'on va obtenir? X carré. Ici, il va rester moins. Ici, il va rester plus 6x. Voilà. Moins 18 plus 9, ça donne moins 9. Voilà, ça y est, sur 6 facteur de x au carré moins 9. Clair et net? Bon. Factorisé par moins, enlever le moins, il s'agit d'une identité. Moi, je parle du numérateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, je ne sais pas. Je vais écrire ici. Alors, donc je vais écrire ici pour avoir peut-être, parce que je dois avoir beaucoup d'espace. Ça y est, factoriser si vous voulez par le moins. Vous allez avoir x carré. Vous allez avoir moins 6x plus 9. Ça va comme ça? Sur ça aussi, c'est une identité. Attention. Tout à l'intérieur. Pour le moment. Pour l'instant. Voilà. Ça y est. Alors, sur ça, c'est une identité. C'est x moins 3. Facteur de x plus 3. Ça va? Alors, on a dit ça, c'est une identité. Vous pouvez faire disparaître le moins. Qu'est-ce qui va rester? Donc, vous allez avoir f de x moins la limite, 1 sixième. Je ne sais pas s'il s'agit de limite ou non. Mais je fais que le calcul pour le moment. Faites disparaître le moins. Et ça, c'est quoi? C'est x moins 3 au carré. Donc, vous allez avoir au numérateur x moins 3 au carré. C'est une identité. Vous pouvez faire sortir le 6. Je n'ai pas trouvé avec la sixième. C'est une constante qui est positive. Calcul de valeur absolue. Au dénominateur, vous allez avoir x moins 3. Facteur de x plus 3. Et voilà. Ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque les simplifications. Donc, vous allez avoir la valeur absolue de f de x moins 1 sixième est égal. Vous allez avoir ici 1 sixième, valeur absolue. Au numérateur, il va rester x moins 3. Au dénominateur, il va rester x plus 3. C'est tout. Clair? Donc, vous allez avoir valeur absolue f de x moins 1 sixième est égal 1 sixième. Valeur absolue. Non, on a dit on doit séparer. Alors ici, vous allez avoir x moins 3, ça y est, et au dénominateur, x plus 3. Et voilà, c'est la fin de la démonstration. Ça y est, je me suis bloqué, c'est fini. J'ai calculé, j'ai réduit au même dénominateur, j'ai fait apparaître les identités, j'ai simplifié, j'ai séparé les valeurs absolues, je ne peux plus avancer, ça y est, c'est fini, c'est fini. Je me suis bloqué. Alors, qu'est-ce qui va m'aider? C'est la définition. Et bien sûr, P. Qu'est-ce que j'ai? La définition, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez deux sortes de valeurs absolues. Vous avez la valeur absolue f de x moins n, la valeur f de x moins 1 sixième, et vous devez avoir la valeur absolue de x moins x0, c'est-à-dire x moins 3. Autre chose, vous devez l'éliminer. Vous n'avez pas le droit d'avoir une autre valeur absolue. Parce que tout à l'heure, d'après le dessin, j'avais l'intervalle des images, l'intervalle des antécédents. L'intervalle des images, c'était f de x compris entre L moins epsilon L plus epsilon. L'intervalle des antécédents, c'était x compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha. C'est-à-dire, je ne dois avoir que valeur absolue de x moins x0 inférieur à alpha, l'intervalle des antécédents, et ça, l'intervalle des images. Où est le problème? C'est le x plus 3. Je ne dois pas avoir de x plus 3 ni x moins 20, rien du tout, rien. Que la valeur absolue de f de x moins n et x moins x0. À part ça, rien du tout. Clair? Les nombres, je ne sais pas pourquoi avec les nombres, mais les x, non. Les variables, pas question, aucun x ne doit figurer dans l'expression, sauf f de x moins n et x moins x0. Donc on a un problème. Lequel? C'est valeur absolue de x moins 3. Je dois l'éliminer. Je dois, ce qu'on appelle des intrus, ne doit pas figurer dans l'expression. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qui va m'aider? Ce qui va m'aider, c'est le départ. Le départ. Tout à l'heure, j'avais x égale à x0.
puisque x0 ici est égal à 3, j'étais obligé de considérer un intervalle x compris entre 2 et 4. J'ai choisi un rayon de 1. S'il vous plaît, admettons si on est dans la même table avec mon voisin ou bien ma voisine, et on n'est pas obligé de prendre le même rayon. Par exemple, admettons moi, j'ai pris le rayon 1, celui qui est à côté de moi, il peut prendre le rayon 1,5, un quart, un autre élève peut prendre, je ne sais pas, un tiers, c'est-à-dire que vous avez le choix ici. Vous pouvez prendre n'importe quel rayon. Pour mon cas, j'ai pris le cas de 1. J'ai trouvé que c'était simple, il n'y avait pas beaucoup de calculs à effectuer, donc j'ai pris le rayon 1. Ça y est, alors moi je vais travailler dans mon cas. Mon voisin ou bien ma voisine, elle va travailler avec x, y compris entre, qu'est-ce qu'on a dit, 3 plus 1,5, admettons, bon, rayon est égal à 1,5 et 3 moins 1,5. Ça dépend des élèves. Ça y est, bon. Alors, qu'est-ce que je dois éliminer? Je dois éliminer x plus 3. Et le x plus 3 ne doit pas figurer dans l'expression. Je dois avoir que f x moins l et x moins x0. X moins x0, c'est x moins 3. F x moins l, c'est f x moins 1 6. Ça y est, donc, je considère cet encadrement. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait quoi? Que x est compris entre 3 et 4. Dans mon cas, x est compris entre 2 et 4. Alors, entre 2 et 4. C'est d'accord. Mais ici, au dénominateur, moi j'ai x plus 3. Donc, je dois ajouter plus 3. Donc, vous allez avoir x plus 3. De ce côté, vous allez avoir un 5. De ce côté, vous allez avoir un 7. Mais attention, x plus 3, c'est positif. Pourquoi positif? Elle est supérieure à 5. Je peux appliquer la valeur absolue. C'est quelque chose de positif, supérieur à 0. Donc, vous pouvez écrire x plus 3 est compris entre 5 et 7. Clair et net. Mais je n'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce que x plus 3 se trouve au dénominateur. Donc, je dois inverser. Donc, vous allez avoir 1 sur x plus 3, valeur absolue. Vous allez avoir, même s'il s'agit de quelque chose de positif, laissez la valeur absolue, c'est bon. Ça y est? Parce que je suis dans les conditions du cours. Donc, ici, vous allez avoir un 7e. Et de ce côté, vous allez avoir un 5e. Mais attention s'il vous plaît. Dans la définition, je ne prends que l'encadrement du côté droit. Regardez. La valeur absolue plus petit que alpha, la valeur absolue plus petit que epsilon. Donc, je n'ai pas besoin d'un 7e, je ne prends que un 5e. Ça va? Donc, je vais garder que le 5, plutôt un 5e. Donc, vous allez avoir x plus 3 et inférieur à un 5e. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par un 6e et un 6e. Ça y est? Donc, un 6e, vous allez avoir 1 sur 6, valeur absolue x plus 3. Ça y est, inférieur à 1 sur 30. 1 sur 30e. Clair? Je n'ai pas encore terminé. Il me faut le x moins 3. Implique. Alors, x moins 3 avec valeur absolue, c'est quelque chose de positif. Donc, vous allez avoir ici x plus 3 inférieur, qu'est-ce qu'on a dit? On multiplie ici par x moins 3 sur 30. Et voilà. Clair. Mais c'est quoi ça? Regardez, c'est f de x moins 1 6e. Donc, cette relation, j'écris ici. Donc, pour remplacer, c'est la transitivité. A est égal à B. B plus petit que C. Donc, A est plus petit que C. Donc, la conclusion, vous allez avoir une valeur absolue de f de x moins 1 6e est inférieur à cette expression qui est x moins 3 sur 30. Et voilà, ça y est. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le calcul, j'ai appliqué le calcul f de x moins l, mais je n'ai pas encore introduit le epsilon. Je n'ai parlé que de l'encadrement, j'ai enlevé les intrus, je n'ai laissé que f de x moins l et x moins xl. Ça y est? Alors, maintenant je retourne au cours de logique. Quand vous avez quelque chose, c'est vraiment quelconque. Parce que pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Parce que je n'ai pas encore introduit l'epsilon. Maintenant, je vais parler de epsilon. Quand on vous donne quelque soit, c'est un nom qui est quelconque. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, positive, grande, petite, pas nulle, parce que strictement positive. Petite, grande, moyenne, ce que vous voulez. Vous n'avez pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il existe alpha. On a vu dans le chapitre de logique, l'existence, c'est pas évident. Il faut prouver l'existence. Il faut trouver. On peut trouver quand on peut ne pas trouver. Donc, le alpha, est-ce que le alpha existe? Parce que ça, je n'ai pas de problème. Vous avez quel que soit. Ici, quel que soit. Mais il faut prouver l'existence de alpha. Parce que s'il vous plaît, si vous n'avez pas le alpha, vous n'avez pas le rayon des antécédents. Si vous n'avez pas le rayon des antécédents, vous n'avez pas d'intervalle des antécédents. Si vous n'avez pas d'intervalle des antécédents, vous ne pouvez pas avoir les images. Vous êtes d'accord? C'est enchaîné. Enchaîné.
Donc, où est le problème? Le problème, vous trouvez les antécédents. Parce que quand vous avez une fonction, vous devez prendre des x ou vous devez remplacer ce x dans la fonction. Mais si je n'ai pas de x, j'ai rien du tout. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez une fonction dont le domaine de définition est l'ensemble vide, écoutez bien, une fonction dont le domaine est l'ensemble vide, donc on ne peut pas calculer f de x, parce qu'il n'y a pas de x. Donc, on ne peut pas écrire, on ne peut écrire rien du tout. C'est le cas. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver alpha, il n'y a pas d'intervalle d'antécédent, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de f de x. Clair et net? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ce fameux alpha. C'est quoi ce alpha? Alors, maintenant, on va considérer le epsilon. Alors, soit, puisque c'est quel que soit epsilon, vous prenez n'importe quelle valeur, grande, petite, ce que vous voulez, quelque chose de positif. Soit epsilon positif, tel que. Ce epsilon représente quoi? Représente le rayon des images. Vous êtes d'accord? Donc, alors ici, je vais écrire ça. Les images, c'est f de x moins n, d'après la définition. Le rayon des images, c'est-à-dire est représenté par f de x moins n, plus petit que epsilon. On a vu ça dans le cours. Donc, f de x moins 1/6 inférieur à epsilon. Je répète, quel que soit epsilon, n'importe quelle valeur plus grande, rien ne doit dépasser le epsilon. Toujours, vous devez avoir f de x. Alors, attendez, j'ai oublié. Alors, je place. Alors, soit epsilon positif tel que, qu'est-ce que vous devez avoir? Epsilon, on a dit, représente le rayon des images. C'est quoi les images? C'est f de x moins l. L, on a dit, c'est 1/6 inférieur à epsilon. Voilà, inférieur à epsilon. Je répète, rien ne doit dépasser le epsilon. D'après tout à l'heure, d'après le dessin, vous avez l'axe des ordonnées, voilà l'intervalle des images, ça y est. Alors, vous devez avoir l'intervalle des images. Le rayon, c'est le epsilon. Rien ne doit dépasser le epsilon parce que je travaille sur l'intervalle des images. Clair? Alors, pour tout epsilon positif, tel que f de x moins 1/6 inférieur à epsilon. Alors, on a, d'après la dernière relation, laquelle? Celle-ci. Alors, on sait que, alors, soit epsilon tel, alors, on sait que, d'après le calcul qu'on a fait tout à l'heure, que f de x moins 1/6 est inférieur à quoi? À valeur absolue de x moins 3 sur 30. Clair? Voilà. Mais nous, on a, quel que soit epsilon, f de x moins 1/6 est inférieur à epsilon. Rien ne doit dépasser epsilon. Et f de x moins 1/6, d'après nos calculs, est plus petite que ce nombre. Alors, écoutez, c'est la fin. Pour que cette relation soit toujours vraie, il faut obligatoirement que ce nombre soit inférieur à epsilon. Et comme ça, on pourra appliquer la transitivité. Ça y est? Bon. Alors, on a f de x moins 1/6 plus petit que x moins 3 sur 30. Ah, ça y est, pour que, ça y est, c'est la fin, pour que f de x moins 1/6 inférieur à epsilon soit réalisé. Cette écriture, quel que soit epsilon positif, il faut, c'est quoi faut? Obligatoirement, il faut avoir quoi? Il faut avoir valeur absolue de x moins 3 sur 30, elle doit être inférieure à epsilon. Pourquoi? Parce que, par transitivité, A plus petit que B plus petit que C. Donc, automatiquement, vous allez avoir ça plus petit que epsilon. Je répète, quel que soit epsilon, petit, grand, rien ne doit dépasser le epsilon. Rien. Et puisque déjà f de x moins 1/6 est plus petit que ce nombre, donc obligatoirement ce nombre doit être plus petit que epsilon, comme ça rien ne va dépasser epsilon. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? Quoi? On va avoir, s'il vous plaît, il y a une condition, je vais écrire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir f de x moins 1/6 inférieur à valeur absolue de x moins 3 sur 30. Celle-ci inférieure à epsilon, ça y est, donc vous allez avoir valeur absolue de f de x moins 1/6 inférieur à epsilon.
Tout à l'heure, j'ai dit, et il y a une place vide. Et quoi? Il faut avoir deux conditions. La première, il faut que ce long soit inférieur à epsilon. Comme ça, par transitivité, A plus petit que B, B plus petit que C, donc A plus petit que C, rien ne doit être supérieur à epsilon. Rien. Ça y est, bon, qu'est-ce qui manque? Il manque le début de l'exercice. Le début de l'exercice, tout à l'heure, j'avais pris un x dans l'intervalle 2, 4. C'est-à-dire la valeur absolue de x moins 3 était inférieure à 1. C'est-à-dire tout ce calcul, tout ce qui est en noir, je n'ai pu effectuer sauf parce que dans le cas, je répète, je n'ai pu effectuer ce calcul seulement parce que j'ai considéré un intervalle centré en 3, en x0 est égal à 3. C'est quoi cet intervalle? Le rayon c'était 1, donc c'est pour ça que j'ai trouvé x moins 3 plus petit que 1. Donc il faut le mentionner. Donc qu'est-ce qu'on a dit? X moins 3 plus petit que 30 pour appliquer la transitivité. Et n'oubliez pas le fait qu'on a pris tout à l'heure x compris entre 2 égales. C'est-à-dire la valeur absolue de x moins 3 plus petit que 1 et valeur absolue de x moins 3 inférieure à 1. S'il vous plaît, inférieur à 1 pour les élèves qui ont pris un rayon 1. Si vous prenez un demi, vous allez avoir x moins 3 plus petit que 1 demi. Si vous prenez un quart, x moins 3 plus petit que 1 quart. Donc cette condition, je l'écris en rouge exprès, selon l'élève. Chaque élève va prendre un certain rayon. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a dit? F de x moins 1 sixième inférieur à epsilon, ça y est, avec, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours la condition de x moins 3 inférieur à 1. Ça y est, alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a trouvé deux conditions. Qu'est-ce qu'on a? On a x moins 3 sur 30 inférieur à epsilon et x moins 3 inférieur à 1. Qu'est-ce que c'est de cette écriture? C'est-à-dire x moins 3 inférieur à 30 epsilon, ça y est, et ici, x moins 3 inférieur à 1. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez, d'après la définition, x moins x0 inférieur à alpha. X moins 3, x moins 3. Donc le alpha, j'ai trouvé deux valeurs. Ou bien 30 epsilon, ou bien le 1. Laquelle je vais prendre? C'est l'alpha. Tout à l'heure, on a dit, il suffit seulement de trouver alpha. Si vous trouvez un alpha, c'est gagné. Mais moi, j'ai trouvé deux valeurs. J'ai trouvé le fait que x moins 3 sur 30 plus petit que epsilon, et j'ai trouvé, d'après les conditions de tout à l'heure, que x moins 3 est inférieur à 1. Laquelle je vais prendre? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais il y a une chose, laquelle? D'après le dessin tout à l'heure, on a dit, si vous prenez l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, à chaque fois qu'on réduit, écoutez bien, à chaque fois qu'on réduit l'intervalle, on peut arriver facilement à destination, c'est-à-dire vers le x0. Regardez, je vais l'écrire ici, regardez, voilà l'intervalle, voilà le 3, ça y est, admettons si vous prenez cette valeur, ça y est, admettons vous prenez ce rayon et ce rayon. C'est petit, vous êtes d'accord? Et si vous prenez ce rayon et ce rayon, voilà, donc ça c'est grand, regardez. Ça y est, regardez. À force de faire augmenter, voilà le rayon, regardez un autre rayon, un autre rayon. Ça y est, donc ici, je sors l'intervalle en noir, l'intervalle en bleu et l'intervalle en rouge. Clair? Voilà. Alors, je vais enlever ces flèches. Voilà. Ça, c'est le rayon, le petit rayon. Ça y est. Et il y a le rayon qui est en bleu. Voilà. Je change de couleur complètement. Ça, le rayon qui est en bleu. Voilà. Et en rouge. Voilà. Ça y est. Alors, si j'ai envie d'arriver facilement à toi, je n'ai pas intérêt à prendre de grands intervalles. Parce que si je prends un grand intervalle, il me faut beaucoup de temps pour arriver à destination. Regardez le crochet rouge. Regardez, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver au 3. Si vous prenez la partie bleue, elle est un petit peu courte par rapport à l'autre. Et le noir, c'est facile, on arrive facilement. Donc, quand on veut choisir un rayon, pour un rayon centré en x0, il suffit seulement de prendre le plus petit rayon, c'est celui qui m'intéresse. C'est celui qui m'arrange pour arriver facilement à destination. Et dans ce cas, moi j'ai trouvé deux possibilités. J'ai trouvé x moins 3 plus petit que 30 epsilon et j'ai trouvé x moins 3 et 1. Ça concerne un rayon, parce que c'est la forme x moins x0, x moins x0. Laquelle des valeurs je vais prendre? Je vais prendre en pause, voilà, en pause, alpha
l'orion des antécédents, c'est quoi le alpha? C'est la plus petite des deux valeurs. La plus petite qui m'arrange. Regardez, j'avais l'orion noir, l'orion bleu, l'orion rouge. Bien sûr, automatiquement, je vais prendre l'orion de l'intervalle noir. Il est plus petit et je peux arriver facilement arriver à 3 facilement. Donc, c'est quoi le petit? En maths, on l'appelle l'inf. Alors, vous allez prendre l'inf. L'inf, c'est-à-dire la plus petite valeur des deux. Donc, 1 et 30 epsilon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Si vous avez 30 epsilon plus grand que 1, donc alpha va prendre la valeur 1. Si vous avez 30 epsilon plus petit que 1, alpha va prendre 30 epsilon. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a pris un epsilon quelconque. Qu'est-ce qu'on a dit sur epsilon? Il peut prendre de grandes valeurs, comme il peut prendre des petites valeurs, des 10 puissance moins 40, moins 50, tout petit. Donc, si vous avez la plus petite des deux rayons, c'est alpha qui va la prendre. Donc, regardez, si vous avez 1 plus petit que 30 epsilon, alpha va prendre le 1. Si vous avez epsilon égale à 10 puissance moins 40, moins 50, je ne sais pas, moins 100, dans ce cas, 30 epsilon va être très petit et par conséquent, alpha va prendre la plus petite valeur. Ça y est, alors dans ce cas, la conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a le alpha, on a trouvé le alpha. C'est-à-dire, on a trouvé l'intervalle des antécédents. Si on a trouvé l'intervalle des antécédents, des x, donc on peut trouver des images. Vous êtes d'accord? Si on a des images, c'est-à-dire on a un epsilon, ça va? Et quand vous avez l'intervalle des antécédents, c'est-à-dire on a trouvé le alpha, à chaque fois que x s'approche de x0, f de x va s'approcher de l, et comme ça, on a trouvé la limite, et par conséquent, ça y est, et par conséquent. Ça y est, c'est la fin. La dernière ligne, conséquent. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a limite. Quand x tend vers quoi? Tend vers, qu'est-ce qu'on a dit? 3 de f de x est égal à 1 sixième. Et voilà, et on a terminé l'exercice. Voilà, ça c'était pour le premier. Maintenant, on va passer au second.